Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Dans un film, on commencerait peut-être par une scène au ralenti. Une femme au centre de la terre, qui lève la main, puis une autre, et une troisième qui les regarde et soudain se dit « moi aussi, je peux parler, moi aussi ». Et soudain une marée de mains levées, pour dire la souffrance, les viols et les violences. Et quelques mains levées seraient des mains d'hommes, des mains qui se lèveront plus tard, mais qui se lèveront. Et le point commun entre toutes ces mains levées, d'hommes et de femmes, ce sera d'avoir été meurtries par le patriarcat, par cette domination masculine qui donne aux hommes le droit de faire ce qu'ils veulent, par la prétention à un désir masculin irrépressible, dont l'anthropologue Françoise Héritier explique bien que c'est se reconnaître inhumain que d'affirmer qu'on nourrit des pulsions incontrôlables. Ces mains levées, rattachées à des corps en souffrance et en deuil, meurtris par le patriarcat et son silence, par la préservation d'un ordre établi, dans lequel les hommes ont tous les droits, dans lequel personne ne les inquiète, dans lequel personne ne les inquiétait, jusqu'à ce que ces mains se lèvent, dans un silence qui nous tenait tous séparés les uns des autres, emmurés dans des passés distincts. Et enfin, les murs tombent. Cet épisode de Transfert a été réalisé par Olivia Cohen. Je crois que j'ai perdu mon innocence à 9 ans, tu vois. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. Cette histoire, c'était en 1995, donc juste après la naissance de mon petit frère. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été heureux jusqu'à mes 9 ans. J'habitais dans un village. Je gambadais dans les champs, je faisais du vélo, j'avais un doudou, je mangeais des bennes. Alors mon père est avocat. Et ma mère a tout pour être avocate, mais comme elle a éduqué ses 4 enfants, elle n'a jamais exercé. Mon père, l'image que j'en ai à l'époque, c'est de l'admiration, parce que je croise souvent des clients à lui quand on marche ensemble dans la rue de différentes villes où on habite. Donc tu te rends compte que ton père est quand même quelqu'un d'important. Donc forcément, t'es fier. Enfin, t'es fier, c'est ton père, quoi. Donc super papa, quoi. Et c'est une figure rassurante et c'est une vraie figure paternelle, quoi, en fin de compte. Donc, sur ce point-là, jusqu'à un certain âge, c'était bien, tu vois. On est donc en 1995. Donc, j'ai 9 ans. C'est une journée organisée de bateau, organisée par le biais du travail de mon père. Mon père nous avait dit, est-ce que vous voulez faire une régate en bateau ? Et moi, oui, tout de suite, oui, faire du bateau, c'est cool de faire du bateau. Donc moi, j'ai tout de suite accepté, quoi. Et mon frère, pareil. Donc voilà, je pars tout guilleré à ma balade en bateau, quoi. C'est pas une station balnéaire génialissime, mais c'est cool. Donc j'y vais, l'odeur de l'iode, le vent, les mouettes, la mer, quoi. Les gens de la régate, ce sont pas du tout des amis de mes parents, c'est des confrères de travail, des différents avocats, des bâtonniers. Donc tu vois ce que c'est un bâtonnier, c'est un avocat élu par tous les autres avocats d'un barreau. Pendant 4 ans, il sera le boss des avocats. Donc ma famille, ma mère, mon père n'ont pas à se méfier puisque je suis entouré d'hommes de loi en fin de compte. Donc il n'y a pas de raison de flipper. Et donc du coup, il n'y a que moi et mon grand frère qui montons à bord. Mon père reste à terre, ma mère était restée chez nous puisque mon petit frère venait de naître, et ma sœur voulait pas faire du bateau. Donc on se retrouve tous là-bas, on doit être une 40aine, 50aine de personnes, se répartis sur, 5-6 bateaux. Donc on part, on lève l'ancre, et moi je me retrouve en fait sur l'embarcation du futur ou de l'ex-bâtonnier du barreau, je sais plus exactement. Et je me retrouve en fait avec... il faut savoir que ma ville est jumelée avec une ville d'Italie. Et donc je me retrouve sur l'embarcation en fait du bâtonnier de cette ville en Italie. Et voilà, donc j'embarque avec ce mec.
et plein de gens, et mon frère. Donc on passe la journée, la régate se fait, c'est un truc amateur, donc il n'y a pas trop d'enjeux, on s'en fout qui gagne, c'est pas grave. Et vient midi, donc on baisse les voiles, on commence à pique-niquer, tout le monde se détend, et là arrive la sieste. Donc moi, un bon gros flemmard, je décide de prendre une des banquettes à l'arrière du bateau, et je m'endors, comme un enfant de 9 ans qui s'endort sagement. Et en fait, je me réveille, parce que en fait, je sens une main qui me plotte les fesses, mais assez costaud, quoi. Mais comme à cet âge-là, tu sais pas trop ce que c'est le sexe, quoi. Enfin, tu sais pas trop. Puis c'est pas comme si, enfin, dire quelle mère ou quel père a pas fait des caresses à ses enfants, tu vois, devant un film, devant un Disney. Enfin, donc pour moi, ça reste. Il y a aussi la posture de l'adulte, donc tu vois, tu te dis, y a rien de grave, tu vois. Donc je me rendors. Et là, je me fais réveiller parce qu'en fait, la main est passée dans mon maillot de bain. Et en fait, le mec, avec une de ses phalanges, en fait, me titille l'anus et rentre un peu sa phalange dans mon cul. Donc du coup, je comprends, je le pousse et je vais vite à l'avant avec mon frère, quoi. Donc mon frère dort et dans 15 secondes, j'ai comme toute posture de personne qui s'est fait violer, tu vois, je me sens honteux, tu vois. Du coup, je réfléchis vite, qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais dans le bateau pour aller me rhabiller, en fait, pour enlever mon maillot et me remettre en fringue en me disant je vais rajouter des couches quoi qu'il arrive, tu vois. Et après, une fois dans la cabine, je me dis mais en fait c'est la pire connerie à faire puisque là s'il descend en fait, enfin voilà quoi, tu restes dans la cabine, il t'enferme à clé et c'est fini pour toi. Donc du coup je me rhabille très très vite et je remonte et je m'allonge à côté de mon grand frère et je fais semblant de dormir, quoi. Jusqu'à ce qu'on finisse la régate. Et en fait je suis resté devant le ponton jusqu'à ce qu'on arrive à quai, qu'on amarre le bateau et que je descende et que je retrouve ma mère et mon père. Ce type, je le connais ni d'Adam ni de Ève. Pour moi, c'est un vieux parmi tant d'autres sur un bateau. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'on a un dîner après et qu'on va remettre une médaille à ce monsieur. Il y a un espèce d'apéro qui est organisé. Et c'est justement là que je commence à comprendre qui est ce mec et quel est son job, quel est son rôle, pourquoi il est là. Il va recevoir une récompense. Je connais le job de mon père, donc j'imagine bien qu'il est forcément avocat. Après, je comprends le terme jumelage. Donc je sais que c'est le big boss des avocats de cette ville en Italie. Alors il faut savoir aussi que ce mec est aussi président de la Société protectrice de l'enfance en Italie. Donc je comprends que c'est quelqu'un d'important, que c'est un mec en place. Du coup, mon père et moi, on se met à papoter. Et puis là, il décide, viens, on va se promener, on va regarder les bateaux sur la marina. Du coup, on part, on marche. Et c'est là où je lui dis, papa, ce mec, tu dois lui donner une médaille, je crois. Donc j'imagine un enfant de 9 ans qui dit ça. Et mon père me dit, ouais, c'est ça, et tout. Je lui dis, ce serait bien de pas lui donner, en fait, parce qu'il m'a touché les fesses. Et mon père comprend pas trop, devait se dire, connaissant son fils hyperactif, que j'avais dû courir partout, enfin, j'ai dû prendre une fessée, quoi. Mais ça, c'est ce que je me dis sur le coup, tu vois. Parce qu'en fait, maintenant, je comprends ce qu'il avait vraiment dans sa tête. Et on va rien dire, en fait. Et du coup, on rentre là où tout le monde est, et on va au dîner, et on mange avec tout le monde, jusqu'à ce qu'on rentre en voiture avec mes parents et mes frères et sœurs. Et c'est là où moi, comme toute personne violée, je me sentais honteux. Du coup, j'étais content que mon père, en fait, n'en parle ni à ma mère, ni à mes frères et sœurs. Parce que dans la voiture, j'avais qu'une seule crainte, c'est qu'ils le disent à mes frères et sœurs ou à ma mère. Donc je pense qu'en rentrant chez moi, j'ai dormi comme un bébé. Mais je pense que c'était aussi une parade aussi pour désamorcer le truc, quoi. Mais après, s'en est suivi donc crise d'angoisse, la crainte des hommes pendant 1 an, 2 ans. En fait, ça m'arrivait partout, c'est au supermarché, comme dans la rue, En fait, la vraie histoire, c'était dans un cinéma. Je suis dans un cinéma, je suis avec ma grand-mère, je crois d'ailleurs. Proximité, petit couloir, je dois passer. Et en fait, le mec passe derrière moi. Donc forcément, à travers son pantalon, sa bite, enfin son sexe frôle mon cul. Enfin, mon cul, comme je suis un gamin, c'est plutôt mon dos, tu vois. Mais crise, quoi.
angoisse, je me sens pas bien, l'impression de me refaire violer, quoi. Donc c'était plus ça, ou par exemple les crises d'angoisse, c'était je suis en vacances à la mer avec mes parents, on arrive après la mer à la maison, tout le monde débarrasse la bagnole, et moi, grosse crise d'angoisse, je me cachais derrière un figuier, je grimpe dans le figuier, je me mets sur une branche, et en fait je me réveille parce que je me suis assoupi sur une branche. J'ai dû rester, je sais pas, 2h30 dans une branche. Ce genre de truc, ou se planquer sous l'escalier de la cave de mes parents. Toutes ces crises d'angoisse, il n'y a que moi qui les gère, je les gère tout seul. Donc ma grand-mère sait pas que je suis en train d'avoir une crise d'angoisse et qu'en fait j'ai pas du tout profité du film et que j'ai fait que penser à ça pendant 1h30. Donc en fait c'est non, je le cache le plus possible parce que dans cette posture de violer, tu veux surtout pas que ça se sache, donc tu t'en parles pas, quoi. Alors, de mes 9 à 16 ans, comment je fais pour gérer ça? Eh ben, déjà, je gère pas ça puisque je sais pas comment le gérer. Donc, d'où mes crises d'angoisse et mes crises d'angoisse, il y a pas d'autre mot. Je sais que très vite, j'ai commencé à piocher dans les CD de ma mère, plus de ma mère d'ailleurs que mon père. Quelques CD de mon père, mais surtout ma mère, parce que ma mère aime beaucoup le rock'n'roll et tout ça, et la black music. Les Creedence Clearwater, Aretha Franklin, et les Platters. Enfin, la dernière fois, je regardais une interview de Quincy Jones, c'est pas me comparer à Quincy Jones, parce que c'est quand même Dieu, voire Dieu est en dessous de Quincy Jones. Mais il disait à un moment, il commençait à mal tourner, il vient d'un milieu très pauvre, de Chicago et compagnie. Et un jour, il venait pour aller braquer un magasin où il y avait de la bouffe stockée avec ses potes et il rentre dans un entrepôt. Et les mecs vont à un piano, en fait, et il appuie juste une note et il dit cette phrase qui m'a traumatisé. Il dit cette note, en fait, a comblé tous mes manques et toutes mes angoisses et toute ma tristesse. Comme si la musique, en fait, elle épongeait ma tristesse, tu vois. Et qu'en fait, une fois que je la fais ou quand je la fais, j'ai besoin de rien d'autre, tu vois. C'est genre, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais un exutoire, c'est un défouloir, je sais pas, c'est un journal intime, c'est tout ça, tu vois. Mais ça a été, je pense, enfin, genre la plus belle rencontre de ma vie, quoi. En gros, ouais, un truc qui m'a, je pense, sauvé la vie, franchement. Enfin, c'est à cette période-là qu'en fait, j'ai commencé à avoir besoin d'être seul, souvent, et à faire des trucs pour moi, tranquille. Ma mère est jamais venue me voir parce que, pour la simple et bonne raison, je pense, c'est que pourquoi tu irais voir ton fils parce qu'il écoute de la bonne musique ou parce qu'il est bricoleur ou parce qu'il a des passions, parce qu'il fait de la magie, parce qu'il fait... Non, ma mère se disait juste, c'est cool, lui, ce sera un créatif, quoi. Donc, non, je pense elle s'en est pas rendue compte, quoi. De mes 9 ans à mes 16 ans, mes relations avec mon père changent puisque je comprends, en fin de compte, sa lâcheté. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fin de compte. Donc, je commence à comprendre qu'il est très absent, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, forcément, le rejet du père, aimer des choses qu'il va pas aimer, même, en fait, en fin de compte, je pense aussi la musique, ça a été aussi un moyen de lui faire un fuck, enfin, de lui faire un doigt d'honneur, c'est-à-dire, pour te dire la fois où, enfin, je sais pas quel père ferait ça, mais quand j'ai acheté ma première machine qui coûtait 300 €, quand j'ai su qu'en fait c'était ça que je voulais faire et que ça me plaisait, j'ai acheté le modèle au-dessus qui coûtait 1 000 €. Et j'avais eu cet argent parce qu'en ayant un accident de scooter, ayant un père avocat, je m'étais fait rembourser la moitié de mes fringues qui avaient été abîmées pendant l'accident, le scooter, et j'avais touché des sous parce que j'avais raté une épreuve de mon bac de français ou je sais plus quoi. Donc, pour compenser, l'assurance m'avait filé, je sais plus, je crois 2000 balles ou un truc comme ça. Et du coup, moi, je me suis dit: «Parfait, je vais pouvoir m'acheter ma machine, quoi». Et mon père m'avait dit le jour où je l'ai ramené à la maison: «Tu as vraiment de l'argent à foutre par les fenêtres, toi». Et là, je m'étais dit là, c'était le déclic où je me suis dit: «Mais en fait, je crois qu'il comprendra jamais et en fait, je vais faire mes trucs et puis je vais le laisser de côté». Et c'est ce que j'ai fait. J'en parle, à mes amis de collège, vers 15-16 ans, quoi. À peu près le même moment où je commence à m'acheter des machines de son et compagnie.
Mais bon, à l'époque, moi, toute ma bande de collège, on était des sacrés drogués. Et du coup, les drogues aidant, la MDMA, ce genre de conneries, j'ai lâché le truc un soir et puis je me suis rendu compte que lui aussi, qu'elle aussi. Sur, on va dire, mes 6 meilleurs amis, il y en avait 3 qui avaient été abusés, tu vois. Donc moi, ça faisait 4. Le jour où je décide de faire quelque chose, en fin de compte, c'est le jour où je suis prêt, tout simplement, quoi. Où je me dis, bon, ça y est, maintenant, j'ai vécu suffisamment de trucs, je sais qui je suis, je sais où je vais. Enfin, je sais qui je suis, je sais pas encore trop où je vais, mais... Et du coup, je me dis, il faut que je fasse ça, parce que sinon, ça va me... Comme dit Joe Star, c'est comme un sac à dos, quoi. Ça te lâche pas, quoi. Tu vois, t'es là, t'es pas bien, quoi. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle, et il faut que je fasse mon truc, et il faut qu'il soit puni, quoi, tout simplement, parce qu'il y a une justice, tu vois. Donc première étape, j'en parle à mes parents. Donc c'était chez moi, un soir après le dîner, je décide d'en parler à mes parents. Mon père fait mine fait genre il est étonné, comme s'il n'était pas au courant. Et ma mère tombe des nues et se dit, je m'en doutais, mais en même temps, elle est choquée, quoi. Avec mon pote, qui était un de mes meilleurs potes, on décide à deux, on décide de le tuer, en fait. Donc mon agresseur. Du coup, on se dit, faut savoir que cet ami, à l'époque, je l'appelais l'ours. Il devait faire 110 kilos. Ses bras, c'était mes 2 cuisses, voire mon tronc. Enfin, tu vois. Donc on se dit, comme on sait qu'il redescend souvent, puisque nos 2 villes sont jumelées, on sait où il est, on va savoir où il est, moi je sais à quoi il ressemble, on l'attend, on le défonce. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère, et c'est là où elle m'a dit, non, maintenant, on va faire des trucs bien, tu vas arrêter tes conneries. Donc là, elle oblige plus ou moins mon père à faire des choses. Enfin, ma mère me dit, ton père, t'as trouvé un avocat, quelqu'un, tu vas aller le voir. Donc je vais le voir, je lui explique la situation. Il m'apprend ce jour-là qu'en fait il y a 2 autres enfants qui ont été attrapés, dont un de 16 ans. C'est-à-dire c'est pas comme si le mec allait pas en parler en rentrant chez lui le soir même. Donc en fin de compte, tout le monde était au courant le jour même, en fait. C'est-à-dire le propriétaire du bateau, la moitié des avocats, tout ça. Sauf ma mère et mon père. Donc là je me dis, waouh, c'est un film en fait. Donc une scène marrante, moi j'en rigole maintenant, mais ça me fait pas rire, mais mon père, pour essayer de me laisser croire qu'il est encore un père et qu'il a encore du courage, me dit qu'il a croisé le propriétaire du bateau sur lequel j'étais en lui disant, mais t'étais au courant pour mon fils? Et il fait quoi, pardon, quoi? Et il fait, ah bah oui, parce que, ah, ton fils aussi? Bah oui, parce qu'en fait, il y en a eu 2 autres ce jour-là aussi. Il y a eu le grand là qui avait 16 ans, et il y avait le petit là de 9 ou 10 ans, je sais plus. Non, de 12 ans, je crois. Et mon père me raconte ça en me disant, ah, je l'ai engueulé, en se disant, ah, je vais redorer mes lettres de noblesse devant mon fils, tu vois. Mais en fait, j'étais là, mais... Enfin, c'est hallucinant, mec. Enfin, t'as rien fait, quoi. Enfin, donc, il n'y a rien eu, pas de... En fait, à l'époque, on essayait de me dissuader en me disant, tu sais, le statut de victime, c'est compliqué. Le mec est costaud, le mec a une réputation, le mec est en place. Toi, t'es rien, toi, t'as même pas ton bac, de quoi tu parles, enfin, tu vois. Clairement, c'était un moyen de me déstabiliser pour me dire, oublie, mec, vis ta vie, pars faire tes études, tranquillou. Enfin, ma mère, c'était elle voulait vraiment qu'on fasse les choses, hein. C'est plutôt les avocats de ma ville et le barreau qui a plutôt essayé d'étouffer l'affaire. Comme je suis très, 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 très susceptible et rancunier, je dis, bah, allez vous faire foutre. Je pars faire mes études, quoi. Donc j'ai mon bac, je me barre. Et donc je finis mes études, j'ai mon diplôme. Je reviens m'installer en France. Donc là, grosse dépression, genre de dépression où tu restes à regarder ton plafond pendant 3 semaines. On est en 2012-2013, et en fait, je me dis sur mon lit, en mode dépressif, en fait, quitte à être énervé, autant s'énerver sur quelqu'un qui en vale la peine. Donc je me suis dit, en fait, je vais m'énerver sur lui. Donc je vais encore le retrouver une 2e fois, une 3e fois, et je vais m'acharner cette fois-ci. Donc du coup, là, je commence avec l'aide de ma grande sœur, que je remercie d'ailleurs, on commence à écrire des mails en français, en italien, en anglais. On les envoie à ses secrétaires, en leur disant, vous savez pour qui vous bossez. Enfin, on fait vraiment les corbeaux, quoi. Mais en disant qui je suis, quoi. Je suis lui. Donc on fait ça. Donc bien sûr, on reçoit jamais de réponse, hein, parce que ça serait un peu avouer sa faute, quoi. Et du coup, là, je me dis, bon, cette fois, j'y vais. Mais là, cette fois, j'y vais vraiment en mode Kaira. C'est-à-dire que je dis à mon père, écoute, c'est simple. Soit tu me trouves un avocat, soit tu peux prendre ton livret de famille, tu prends mon nom, tu le rayes.
Donc là, il me fait, bon, peut-être que je vais te trouver un avocat. Donc il me trouve un avocat qui m'explique quand même gentiment que, tu sais, c'est compliqué. Et puis, tu sais, les lois sur les prescriptions, elles ont changé. Et puis tu sais, toujours pareil, il est costaud, lui, tu vois. Et puis, t'as pas envie d'être une victime et tout. Mais lui, je le sentais vraiment de bonne foi. Donc, pour le coup, je pense que mon père a vraiment m'a quand même tourné vers. Mais en fait, ma seule erreur, ça a été en fait peut-être de vouloir me prouver une dernière fois. Parce que ma mère m'arrêtait pas de me le dire, mais qu'est-ce que t'attends en fait? Tu sais très bien qu'il va rien se passer du côté de ton père, donc fais-le tout seul, démerde-toi, tu vois. Trouve-le, moi je t'aide, on te trouve un avocat, on fait quelque chose, tu vois. Mais moi je pense que c'était un moyen en fait d'essayer de laisser une énième chance à mon père de me prouver en fait qu'il était un père, tu vois. Et en fait, il l'a pas fait. Donc cette fois-ci, j'ai clairement lâché l'affaire, quoi. Donc du coup, un soir, en fait, je devais aller le chercher à l'hôpital pour le ramener chez lui, parce qu'il avait suivi une petite opération pas très importante, pas très grave surtout. Donc je vais le chercher. Et on commence à s'engueuler pour une histoire de 30 balles, parce que ma mère avait sauvé un chat, enfin un truc débile. Et du coup, moi, c'était un petit peu la petite goutte qui fait déborder le vase, donc je commence à péter un câble, mais gentiment, tu vois. Il veut jouer à ça, on va partir dans la rhétorique, et moi je sais bien sortir ma petite verve quand il le faut. Donc vas-y, on y va. Et donc je commence un peu à l'enchaîner, à lui dire le fond de ma pensée. Et il commence à me dire que c'est pas si grave. Enfin, comme si en fait il allait jauger ma sensibilité ou mon ressenti, me dire qu'est-ce que je devais prendre mal et qu'est-ce que je ne devrais pas prendre mal. Donc là, ça m'a rendu fou. Donc je pense que je crois même avoir pris d'autres chemins pour allonger le trajet exprès, mais je pense que je l'ai enchaîné une demi-heure, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais mon père se taire surtout et m'écouter, quoi. M'écouter et pas essayer de faire ces tricks d'avocat, quoi. À essayer de t'embourber en plaidant comme s'il était devant le président d'un tribunal, quoi. En fait, j'ai l'impression d'engueuler un enfant, quoi. Il dit rien, il parle pas, il regarde la route et je pense qu'il comprend et qu'il se dit bon, voilà, ça y est, il aura attendu 27 ans pour me dire tout ça, quoi. Enfin, je craignais ce moment-là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est dans cette voiture, quoi. Clairement, je comprends qu'en fait, il s'excusera jamais. Et il s'est encore jamais excusé à ce jour-là. Jamais. Et je pense qu'il me le dira jamais. Et s'il me le dit, il faudra que je lui demande de me le dire. Donc c'est pour ça que je me rends compte que qu'il le fera jamais, quoi. Mais en même temps, ça doit être tellement une souffrance maintenant. Enfin, je pense que ça doit être un truc qui doit le faire mal dormir, quoi. Enfin, j'espère que ça le fasse mal dormir, c'est la moindre des choses. Mais lui, j'ai l'impression qu'en fait, il changera jamais, quoi. Qu'il restera toujours dans cette posture-là de mais non, c'est pas si grave, attends, ça va, c'est qu'une main, c'est qu'un doigt, tu vois, qu'est-ce que c'est, on s'en fout. Et c'est là que t'as envie de dire, mais t'es qui pour me dire ça? Enfin, justement, t'es mon père, tu t'as pas à me dire ça, mec. Tu devrais me dire tout sauf ça, en fait. Enfin, je vivrais mieux le jour où il partira, en fait. C'est comme le livre, enfin, c'est comme pourquoi j'ai mangé mon père, quoi. C'est-à-dire, c'est un moment où t'as besoin du décès de la personne pour enfin vivre. Après, moi, j'attends pas que mon père meure pour lui dire ce que je pense, mais je me rends bien compte que j'irai mieux, tout simplement. Cet épisode de Transfert a été réalisé par Olivia Cohen avec Alexandre Moniol. David Stank a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mixage. Si vous avez des histoires à nous raconter, nous sommes toujours heureux de vous lire et de vous entendre. Vous pouvez vous adresser à podcast@slate.fr et toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, @Chapudlo sur Instagram, Slate France Podcast sur Facebook et sur SoundCloud, sur YouTube et chez notre partenaire Audible. Et si vous avez des surplus d'amour à exprimer, venez le déposer en étoiles sur iTunes. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.